Dans l'actualité ce soir, l'an 1 de la gestion du pouvoir de Roch-Marc Christian Kaboré jugé satisfaisant par le MPP et ses alliés de la majorité présidentielle. À en croire la majorité au pouvoir, le président Kaboré a accompli des prouesses et ce sans trop de bruit. Elle cite le front sécuritaire et les acquis démocratiques. Vous les entendrez dans ce journal. Et puis, à propos des tablettes offertes aux députés de l'Assemblée nationale, le président du Parlement burkinabé sort de son silence. Salif Diallo estime que ces tablettes sont venues du gouvernement, qu'il considère d'ailleurs comme le seul interlocuteur. Croyez-vous qu'on peut corrompre des députés burkinabés avec des tablettes? Se demande-t-il. Réaction à suivre dans cette édition. Ce 3 décembre est commémoré dans le monde comme la Journée internationale des personnes handicapées. Une journée qui réaffirme l'égalité de tous les êtres humains devant la loi et la dignité. Au Burkina, des manifestations sont organisées pour amener le grand public à changer sa façon de voir les personnes vivant avec un handicap. Le point des activités à suivre dans ce journal. Une autre célébration bientôt, la fête nationale du 11 décembre à Kaya. À moins de 10 jours de festivités, comment apprécier le niveau des préparatifs? Le ministre d'État Simon Compaoré est notre invité. Il vient nous donner des éclairages. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. L'an 1 de la gestion du pouvoir du président Kaboré, présenté ce matin à Ouagadougou. À l'occasion, le président par intérim du MPP et ses alliés de la majorité présidentielle estiment que des acquis sont obtenus en moins d'un an d'exercice de pouvoir. Et ils s'en réjouissent pour eux, sans trop grand bruit. Le président Kaboré a accompli des prouesses. Nyarkiteda. Le bilan de gestion d'un an de pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré est décortiqué ici aux hommes des médias. Principal animateur de cette retrouvaille avec les journalistes, Salifou Diallo peint au vert le travail du nouveau pouvoir pour les 12 premiers mois. Des mesures phares ont consisté en la gratuité des soins de santé pour les femmes enceintes et les enfants de 0 à 5 ans, la gratuité du dépistage de certains types de cancers, le recrutement d'enseignants pour tous les ordres d'enseignement, l'élimination progressive des écoles supérieures, la formation professionnelle et la création de nombreux emplois, l'approvisionnement en eau potable, la réalisation de logements sociaux. Dans le domaine de la dynamisation des infrastructures de développement, nous pouvons noter entre autres la construction de nombreuses pistes rurales et le bitumage de voies urbaines et interurbaines. Le renforcement du dispositif sécuritaire ainsi que de l'indépendance de la justice et les avancées dans le traitement des dossiers pendants, de même que l'assainissement de la gestion publique, sont entre autres certains acquis qui font dire les conférenciers qu'ils ne se sont pas trompés dans le choix du président du Faso. Ce qui n'a pas été fait en 50 ans, ce n'est pas en une année, il faut être objectif, que le président Roch-Marc Christian Kaboré pouvait le réaliser. Ce n'est pas parce que ceux qui ont perdu les élections écrivent 2 ou 3 lignes qu'il y a une ambiance morose dans l'ensemble du pays. Nous disons que le président Roch-Marc Christian Kaboré a accompli des prouesses. Mais à ce niveau aussi, il faut le souligner. Nous avons hérité d'un pays exsangue. Nous avons hérité d'un trésor public troué de toutes parts. Qu'à cela ne tienne, la majorité dit rêver d'un Burkina qui va se développer progressivement et sûrement avec déjà en 2017 plus de 1200 milliards de francs CFA consentis rien que pour les investissements. Et pour la première fois, le président de l'Assemblée nationale réagit à propos des tablettes offertes aux députés. Une affaire qui défraie la chronique depuis quelques semaines. Pour Salif Diallo, l'Assemblée nationale a reçu des tablettes du gouvernement burkinabé et non d'une société. On l'écoute au micro de Nyarkiteda. Nous n'avons jamais reçu des tablettes d'une société chinoise. Nous avons reçu des tablettes du ministère de l'économie numérique. La ministre est venue à l'Assemblée. Nous l'avons reçue dans ma salle d'audience. Elle a dit qu'elle a eu à donner des tablettes aux étudiants. L'an passé, 1000 et quelques tablettes. Elle en a donné à d'autres institutions. Elle est venue nous remettre aussi, dans le cadre du travail de connectivité des institutions, des tablettes. Nous l'avons remerciée. On n'a même pas lu quelle marque était écrite sur les cartons.
Et nous avons pris les tablettes, nous sommes rentrés, on les distribué aux députés. Nous, on s'en fout d'où ça vient. C'est le ministère de l'économie numérique qui nous a remis des tablettes. J'ai même encore la lettre qu'on nous a écrite pour nous donner les tablettes. Point barre. Voilà. Et croyez-vous qu'on peut corrompre les députés pour qu'ils aient des tablettes? Quand même, on vaut mieux que ça, non? On me parle d'une société qui a eu un marché au Burkina Faso. Ce marché a été conclu, je crois, avant notre arrivée au pouvoir. Et nous ne travaillons pas avec des sociétés, quelle que soit la société. Le MPP, le parti au pouvoir, mène la réflexion sur sa contribution à l'occasion de la mise en œuvre réussie du PNDS. Le parti a réuni ce matin ses militants et autres sympathisants venus des provinces du Burkina pour une convention à l'occasion. Les délégués vont également passer en revue le bilan de l'an 1 du parti aux affaires. Urbain Benito au sommet, Abdelaziz Yadibou. L'an 1 de l'accession de Roch-Marc Christian Kaboré au pouvoir, les militants des secteurs structurés du mouvement du peuple pour le progrès, MPP, le qualifient de celui de tous les défis. Situation sécuritaire délétère, marquée de plusieurs attaques meurtrières, montée de la fronde sociale, autant d'obstacles qui auraient vainement empêché le décollage et la progression de l'aéronef de développement piloté par le président Roch-Marc Christian Kaboré, en croit ses responsables du parti. Malgré ces contraintes, nous sommes arrivés à dérouler un pan de notre agenda à travers des actions fortes. Au cours de ces réflexions, les militants MPP du monde du travail veulent faire des propositions pour une bonne gouvernance et une mise en œuvre réussie du PNDS. Un nouveau référentiel de tiré du programme du candidat qu'ils ont porté au pouvoir. Ce programme autant ambitieux a besoin de l'onction de tous les acteurs, en commençant par l'adhésion et l'appropriation des militants de notre parti, et particulièrement des camarades des secteurs structurés qui sont les lanternes du parti. Du reste, la convention servira de cadre pour discuter de la vie et du fonctionnement des secteurs structurés du MPP. Des militants ici présents, il est attendu le relais des enjeux du PNDS auprès des populations de leurs contrées respectives. Les objectifs de développement durable ODD, également nommés objectifs mondiaux exposés aux députés de l'Assemblée nationale. Ces ODD, selon les Nations Unies, sont un appel mondial à agir pour éradiquer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte que tous les êtres humains vivent dans la paix et la prospérité. Kadou Menki. Les députés et personnels administratifs de l'Assemblée nationale sont à l'école pour une formation sur les objectifs de développement durable et le suivi-évaluation des politiques publiques. Deux thématiques majeures vu le rôle joué par les parlementaires. Pour cette formation, l'objectif recherché pour l'Assemblée, c'est en tout cas le renforcement des capacités du parlementaire. Et à travers cette formation, il s'agit aussi de renforcer les capacités du député, mais également du personnel administratif. L'Assemblée nationale peut compter sur le soutien de son partenaire pour l'atteinte de ses objectifs de renforcement des capacités. On vient d'adopter un nouveau référentiel de développement qui est le PNDS. Avec son outil de suivi-évaluation, il était donc indiqué de bon ton que les députés puissent être imprégnés de ces outils vu leur rôle de contrôle donc, de l'action gouvernementale. Durant 4 jours, les 50 députés et 18 personnels parlementaires passeront au peigne fin les objectifs de développement durable et l'évaluation des politiques publiques. Au sortir de cette formation, ces parlementaires pourront mieux accompagner le gouvernement pour une structuration économique. Le calvaire des usagers de la route nationale Dori-Seba, bientôt soulagé. Le ministre en charge des infrastructures, Éric Bougouma, a procédé au lancement des travaux d'entretien périodique de la route ce vendredi 2 décembre. Le coût des travaux est estimé à près de 2 milliards de francs CFA. Sekou Zongo sur place à Dori. C'est parti pour les travaux d'entretien périodique de la route nationale numéro 24, reliant Dori à Seba, chef-lieu de la province du Yaga. Ces travaux comportent 2 volets et devrait à terme créer les conditions du développement de l'économie nationale. Le projet d'entretien périodique de la route nationale numéro 24, Dori-Sampelga-Seba, est composé de 2 lots. Le premier lot
porte sur les ouvrages, c'est-à-dire 70 dallos qui vont être construits. Et l'autre lot, c'est la chaussée elle-même. 2 entreprises ont été retenues pour conduire ces travaux et le ministre en charge des infrastructures en appelle au respect du délai d'exécution qui est de 10 mois. Nous n'avons pas de doute sur la capacité des entreprises qui ont été choisies et qui ont une expérience dans le domaine. Mais bien entendu, nous sommes vigilants vis-à-vis des entreprises qui effectuent l'ensemble des travaux que nous leur confions et nous ne manquerons pas de tirer toutes les conséquences de leurs défaillances éventuelles. Une situation qui satisfait plus d'un. C'est un soulagement pour nous, c'est un soulagement pour les populations du Yaga et nous sommes très heureux que les travaux soient lancés aujourd'hui et nous espérons que dans 10 mois, nous allons avoir une voie qui est facile à emprunter et on pourra aller se promener à Seba comme on va se promener ailleurs au Kina. On a demandé fatigué, on nous a promis mais c'est réalisé aujourd'hui. Le Sahel est très satisfait. En tout, 265 km de routes seront réhabilités sur l'ensemble du territoire national, dont l'axe Banfora-Frontière Côte d'Ivoire et la route Yako-Yaba. Le montant global de ces réalisations est estimé à plus de 10 milliards 650 millions de francs CFA. On en vient à la page entretien de ce journal. Je vous le disais en titre, la fête nationale du 11 décembre a lieu cette année à Kaya. À moins de 10 jours des festivités, comment apprécier le niveau des préparatifs? Le ministre d'État Simon Compaoré répond à nos questions. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Et merci de votre disponibilité. Est-ce que vous êtes confiant? Kaya est prêt pour accueillir ces étrangers? Absolument. Nous y étions hier et nous avons pu faire le tour. Et au moment où je vous parle, sauf tremblement de terre, la fête aura bel et bien lieu à Kaya et dans la sérénité et sous la bénédiction du Tout-Puissant. Exit donc les questions de voirie et autres logements. Non, je dois dire que les habitants de la région de Saint-Onon doivent être très, très, très fiers parce que dans le compteur, nous enregistrons 23 milliards d'infrastructures qui ont été érigées au niveau de Kaya, mais aussi dans d'autres localités. 33 km de voies linéaires, 25 km de caniveaux et une grande salle qui va permettre désormais à la région du Centre-Nord de pouvoir accueillir d'importantes manifestations, la Maison de la Femme et bien d'autres structures, bien d'autres infrastructures qui ont été créées et qui, au finish, vont permettre de changer de façon radicale la physionomie de cette région et notamment de sa capitale, Kaya. Le souci se posait aussi sur les questions de logement. Oui, il faut dire que si l'État et des sociétés d'État ont mis jusqu'à 23 milliards dans la réalisation des infrastructures, il faut dire que les collectivités territoriales que sont la commune de Kaya et le conseil régional ont également eu leur part contributive. Un certain nombre d'infrastructures ont été créées, financées par ces collectivités territoriales. Mais en dehors de l'État et des collectivités territoriales, il faut féliciter les ressortissants de cette région, les originaires de cette région qui se sont mobilisés et ont construit des villas. Des villas, et on compte près de 200, même si tout ne sera pas prêt. En tout cas, nous aurons au moins une centaine de villas que nous pourrons utiliser pour loger tous ceux qui vont effectuer les déplacements de Kaya. Justement, à propos de cette cité des forces vives, beaucoup de villas sont toujours en chantier. Qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce qu'on va procéder à des retraits comme il avait été indiqué auparavant? Non. Les retraits ont concerné les parcelles
qui ont été attribués à des personnes qui n'avaient pas le droit de recevoir des parcelles, parce que c'est bien ceux qui s'étaient engagés à travers un cahier de charges pour construire et confier leurs édifices au comité d'organisation pour loger tous ceux qui vont venir. Voilà, donc tous ceux qui sont passés par des passe-droits et qui se sont vus octroyer des parcelles, ce sont ces parcelles-là qui ont fait l'objet de retrait. Maintenant, il y a des gens qui ont pris des parcelles régulièrement avec un cahier de charges, qui ont commencé à construire, mais qui ne pourront pas être prêts. À ces personnes-là, nous les encourageons à terminer les travaux, parce qu'après, je dois dire que ce sont des infrastructures qui vont permettre à la région, à la ville, de pouvoir les mettre à la disposition de tous ceux qui sont affectés à Kaya, dans la région du Nord, ou tous ceux qui viennent pour des activités diverses et qui pourront trouver des infrastructures à leur disposition. Je crois que ça fait partie de tous les ingrédients qui font bouger les lignes dans une ville ou dans une région. Et c'est bon à prendre. Avant de poursuivre avec vous, Monsieur le ministre d'État, la police nationale de la ville de Ouagadougou sera sans pitié contre les utilisateurs de pétards cette année. Dans la nuit d'hier à ce matin, elle a initié d'ailleurs une descente dans un des entrepôts où sont stockés plus d'1 tonne de pétards. La saisie vise donc à faire respecter la mesure d'interdiction en la matière. Nongba Kouda et Aruna Maré ont suivi l'opération pour nous. Environ 3 tonnes de pétards saisis par la police de Ouagadougou présentées aux médias. C'est le fruit d'une opération que le commissariat central de police de Ouagadougou a menée dans le cadre de la sensibilisation des citoyens sur les dangers liés à l'utilisation des pétards, mais pas seulement. La nuit d'hier, 2 décembre, à la date d'aujourd'hui, 3 décembre, une opération de contrôle a été initiée dans la ville de Ouagadougou en vue de faire respecter la mesure d'interdiction. Cette opération nous a donc permis de saisir environ 2 tonnes 850 kg de pétards et de feux d'artifice, c'est-à-dire que tout engin explosif, si vous voulez, d'artifice confondu. Mais l'opération ne fait que commencer et se poursuivra. 2 personnes ont déjà été retenues pour les besoins de l'enquête, toujours selon la police. L'utilisation des pétards est source de menace pour la sécurité de la population. Les gens ne puissent pas individuellement utiliser les pétards comme ils veulent, partout où ils veulent. Imaginez qu'on laisse chacun faire péter les pétards, comme on l'appelle souvent 12 coups, 6 coups, 3 coups. Le monsieur, pour une petite altercation, achète son pétard à la boutique d'à côté et revient et lâche dans le public. Qu'est-ce qui va advenir? Cette sortie s'inscrit dans le cadre global de la sécurité des citoyens, surtout en cette période de fête. La police invite la population à prendre attache avec ses services afin de barrer la route aux pétards. Retour sur ce plateau avec vous, Monsieur le ministre d'État. On le voit, c'est clair, cette année, vous serez sans pitié pour l'interdiction de ces pétards. Oui, dans l'intérêt bien compris des populations, le ministre du Commerce a bien sorti un communiqué. À notre niveau également, nous avons fait publier un communiqué. Et l'ensemble de ces communiqués tendent à faire en sorte que les fêtes de Noël, les fêtes de fin d'année se déroulent bien à la grande satisfaction des populations. Vous savez que les pétards ont causé dans le temps des dégâts et nous sommes dans un contexte où le moindre bruit panique, dérange et il nous est apparu nécessaire, au regard du fait même que les pétards en eux-mêmes sont dangereux, de prendre le taureau par les cornes et d'attirer l'attention de l'ensemble des commerçants qui s'adonnent à la vente de tels produits qu'il est formellement interdit de vendre des pétards, de les mettre sur le marché.
Nous allons prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour que, pour cette fois-ci, pour la fête de Noël et de fin d'année, nous soyons dans une tranquillité. Et nous comptons sur la compréhension de tous. Du reste, l'immense majorité des populations qui ont entendu ces communiqués sont d'accord avec nous. Et nous demandons aux commerçants également d'emboîter le pas et de faire en sorte que la fête soit belle et que nous évitions des dégâts que les pétards et autres engins explosifs ont dû causer dans le temps. Cette fois-ci, nous allons compter sur la fermeté et la compréhension pour que les choses se passent bien. Pour terminer, Monsieur le ministre, ce matin, les Korluego se sont réunis à Kombisiri en Assemblée générale et ils ont rejeté l'offre de faire partie de la police de proximité que vous leur proposez. Quel commentaire vous faites de cette Non, je n'ai pas de commentaire. Moi, je suis très, très serein. Nous allons, après le 11 décembre, nous avons un certain nombre de missions à mener en direction des 13 régions pour expliquer aux populations ce qu'est véritablement la police de proximité. Ce qui s'est passé ce soir, moi je n'ai pas suivi, mais je suis très serein. Il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Nous allons faire notre part de job et nous avons confiance à notre population, à la population burkinabé, étant entendu que les objectifs visés par le gouvernement, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de sécurité, plus d'implication des populations dans les actions de production de la sécurité. Nous pensons qu'on va trouver une jonction. Nous allons nous entendre, pas seulement vous parlez des Korluero. Il n'y a pas que des Korluero, il y a bien d'autres associations. Et ensemble, nous allons faire en sorte qu'il y ait, dans les mois à venir, un peu plus de sécurité, de sérénité et de paix dans notre pays, dans nos villes et dans nos campagnes, parce que nous avons besoin de cela pour poursuivre les actions de développement dans notre pays. Merci à vous, Monsieur le ministre d'État, ministre en charge de l'administration légale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure. Vous êtes venu nous parler du 11 décembre à Kaya, mais d'autres de l'actualité. Merci pour votre disponibilité. Je dois inviter l'ensemble, la population, à effectuer le déplacement de Kaya parce que ça sera une très belle fête et les lignes vont bouger à ce niveau-là. Et nous vous invitons à descendre ces 100 km, 1h30 de route, pour qu'ensemble nous puissions conjuguer nos efforts, parce que c'est dans la conjugaison des efforts que nous serons amenés certainement à pouvoir atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, objectifs de développement économique et social, objectifs sécuritaires, et c'est de cela que nous allons magnifier à travers toutes les manifestations qui sont en train de se dérouler dans le cadre du 11 décembre 2016. Appel entendu certainement. Merci à vous une fois de plus pour votre disponibilité. Merci. Et avant de poursuivre, le 3 décembre 2016, autour de 3 heures du matin, un gendarme de garde à la brigade territoriale de gendarmerie de Koudougou a ouvert le feu sur un individu suspect non encore identifié qui a tenté à 3 reprises de s'introduire dans la brigade. En effet, malgré les sommations effectuées par le gendarme, l'individu, très déterminé, tout de blanc vêtu et enturbané, a ignoré les injonctions faites et a foncé sur les gendarmes de garde en salmodiant des sourates. Un gendarme a finalement ouvert le feu sur le suspect qui est décédé suite à ses blessures. Une enquête est ouverte sous la direction du parquet de Koudougou pour connaître le profil exact de l'individu et ses réelles intentions. C'est une information que nous détenons de la direction de la communication et des relations publiques de la gendarmerie nationale.
Autre point de l'actualité à présent, enjeux et défis de l'inclusion des personnes handicapées dans la mise en œuvre du PNDS. C'est sous ce thème que le Burkina Faso va célébrer ce 3 décembre la journée internationale des personnes handicapées. Dans le cadre des activités marquant cette journée, une conférence publique portant sur le thème a été organisée ce jeudi 1er décembre à Bobo-Dioulasso. Reportage sur place à Bobo, Moussa Sanou, Drissa Traoré. Les personnes handicapées ne veulent pas rester en marge de la société burkinabé. Elles réfléchissent ici à Bobo sur les enjeux et les défis de leur inclusion dans la mise en œuvre du PNDS, le plan national de développement économique et social. Il faut qu'ils comprennent qu'ils sont également des acteurs du développement. Et partant de ce constat, il n'est pas question qu'eux-mêmes se mettent à l'écart. Les personnes handicapées sont prêtes à apporter leur contribution au développement du Burkina, mais encore faut-il qu'elles bénéficient aussi de l'accompagnement des autorités, notamment en matière de formation. Il y a quelque chose qui est fait, qui permet effectivement aux personnes handicapées de se prendre en charge, mais et les personnes handicapées qui sont dans les régions un peu reculées, qu'est-ce qu'ils deviennent? Il faut qu'ils viennent en ville. S'ils n'ont pas de famille ici, ils sont obligés de rester chez eux. Donc c'est créer des conditions qui vont permettre de prendre tout le monde en compte. Nous sommes conscients et nous convenons avec vous que ce n'est pas assez, mais c'est ce qu'on peut faire pour le moment. Dès qu'il y a des opportunités, donc nous prenons toujours en compte leurs préoccupations et si cela est possible. Cette conférence publique est organisée par la coordination régionale pour la promotion des personnes handicapées des Hauts-Bassins avec la collaboration de la Fondation Liliana et le ministère en charge de la solidarité nationale. Elle constitue à Bobo-Dioulasso une des activités inscrites dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées, journée prévue ce 3 décembre. Ce 3 décembre donc est commémoré dans le monde comme la Journée internationale des personnes handicapées. Une journée qui réaffirme l'égalité de tous les êtres humains devant la loi et la dignité. Au Burkina Faso, des manifestations sont organisées pour amener le grand public à changer sa façon de voir les personnes vivant avec un handicap, comme ce cross organisé par la Coalition nationale de l'Association des personnes vivant avec un handicap. Mariam Dao, Oumar Zombré. C'est sous escorte de la police municipale que les participants à ce cross ont mis le cap sur la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, Mako. En organisant ce cross, la Coalition nationale des associations des personnes vivant avec un handicap veut prendre part à la chaîne de solidarité en manifestant son soutien à l'endroit des pensionnaires de la Mako. À travers ce geste, en tout cas, nous voulons en tout cas manifester notre solidarité et à l'égard en tout cas des tenues de la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou. À cette journée dédiée à la personne vivant avec un handicap, la coalition lance un cri de cœur. Notre message, c'est dire au gouvernement d'actuel là, de penser à nous, de penser à nous. L'handicap, nous, aujourd'hui, on ne peut pas le quitter, je le répète. Et ceux qui ont la force d'aujourd'hui, qui peuvent voter des lois et les faire appliquer pour plaider aux causes des personnes vivant avec un handicap, qui n'ont pas le faire. Il ne faut pas rentrer dans l'handicap avant de vouloir que quelqu'un d'autre puisse le faire. Le thème retenu cette année par les Nations Unies pour la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées est « Atteindre 17 objectifs pour l'avenir que nous voulons ». Dans tout cela, quelle est la situation des personnes vivant avec un handicap au Burkina Faso? Beaucoup d'engagements pris à leur profit, mais peu d'actions réalisées, estiment les organisations des personnes vivant avec un handicap. Les personnes concernées appellent à des mesures d'inclusion sociale dans les politiques de développement pour plus de justice sociale. Explication, Vincent Kiendrebego. La situation des personnes vivant avec handicap au Burkina Faso n'est pas alarmante, mais elle n'est pas ruisante non plus. C'est l'avis du président du réseau national des organisations des personnes handicapées, le RENO. Jusqu'à présent, si nous prenons secteur par secteur, au niveau de la famille, l'insertion de ces personnes-là laisse à désirer. Au niveau de l'éducation, la problématique de l'insertion des enfants handicapés au niveau de la scolarisation pose beaucoup de problèmes. Au niveau professionnel, pour que ces personnes puissent vraiment s'intégrer dans le circuit professionnel,
c'est compliqué. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, les défenseurs des droits de ces personnes plaident pour l'inclusion sociale dans les politiques de développement conformément aux recommandations des Nations Unies. Si nous étions une société d'inclusion, une société qui tient compte de tous ses fils, je crois qu'il n'y aurait pas eu de loi spécifique en faveur des personnes handicapées. Il y aurait eu des dispositions pour toute la population. C'est avec sursaut de joie les vivants avec handicap ont accueilli la création d'un secrétariat d'État dédié aux personnes handicapées dans le gouvernement burkinabé. Mais pour eux, leurs espoirs sont toujours en attente de satisfaction. Nous demandons en tout cas que le secrétaire d'État, même s'il n'a pas les moyens, de voir quelles sont les possibilités que le président du Faso pourrait mettre à sa disposition pour qu'il réponde aux attentes de ces personnes handicapées. Parce que pour nous, c'était un événement, c'était une concrétisation, une victoire. Mais pour le moment, les effets ne se font pas sentir. Les personnes handicapées souhaitent que toute politique de développement tienne compte de tous les citoyens et que la mendicité ne soit pas le recours pour la sûreté. Ils appellent les familles à rester solidaires des leurs. Autre point de l'actualité, la Fédération panafricaine des associations et clubs de l'Union africaine soutient la candidature du professeur Abdoulaye Bathily à la présidence de la Commission de l'Union africaine. Le professeur Bathily, universitaire, est un homme politique sénégalais, plusieurs fois ministre et parlementaire dans son pays. Ce matin, face à la presse, la Fédération a dévoilé clairement ses intentions. Bouma Ernest Nébié. La Fédération panafricaine des associations et clubs de l'Union africaine et des organisations de la société civile du Burkina témoignent à travers cette conférence de presse leur soutien au Sénégalais Abdoulaye Bathily, candidat des chefs d'État membres de la CEDEAO à la présidence de l'Union africaine. Et plusieurs raisons sont ici évoquées quant au soutien à sa candidature. C'est un homme petit d'expérience, un infatigable combattant de la liberté, des droits humains. C'est un consultant hors pair, un homme qui est au fin des dossiers africains. Âgé de 69 ans, le professeur d'université Abdoulaye Bathily est historien de formation. Homme politique, il a occupé plusieurs postes politiques dans son pays. Il a aussi fait carrière dans les institutions africaines et dans le système des Nations Unies. Disposant d'un plan de relance de l'Union africaine par rapport aux autres candidats, Tanga Fulgence Kaboré et ses collaborateurs estiment qu'il est l'homme qu'il faut à la tête de cette institution. Nous attendons à ce qu'il implique vraiment de façon accrue la société civile dans la gestion des affaires de l'Union africaine, que l'Union africaine ne soit plus un otage dans les mains des chefs d'État qui en font ce qu'ils veulent, mais que l'Union africaine soit un instrument des populations, soit un instrument de souveraineté des populations africaines pour vraiment réaliser leurs rêves de bien-être, leurs rêves de liberté, leurs rêves d'unité. Une autre candidature soutenue par la Fédération et les OSC de Burkina est celle de la Burkinabé Minata Samaté au poste du département des affaires politiques de l'Union africaine. Les élections vont se dérouler lors du prochain sommet de l'UA en fin janvier 2017 à Addis Abeba en Éthiopie. La Chambre nationale des experts immobiliers réfléchit à un cadre référentiel pour réduire les quiproquos en matière d'évaluation de la valeur des constructions immobilières. Un processus en cours depuis ce 3 décembre à Ouagadougou. Des détails avec Ismaël Diloma Sirima. Au menu de cette rencontre de 2 jours, la relecture des statuts de la Chambre nationale de l'expert immobilier du Burkina. Ces techniciens, capables de donner la valeur marchande d'un bien immobilier, vont relire les textes qui régissent leur profession pour les conformer aux réalités actuelles. Ce référentiel que nous allons faire va permettre aux experts d'avoir une base minimale où ils peuvent se référer pour faire les évaluations, l'évaluation des coûts de la construction. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'enfermer dans un carcan, mais ils peuvent en sortir, mais avec plus de justification. Ces experts immobiliers vont se pencher sur les questions d'harmonisation des honoraires. Autant de démarches qui bénéficient de l'accompagnement du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme. Il est nécessaire pour nous de relire ces textes-là et de les adapter. Nous avons en 2006 adopté la loi portant code de l'urbanisme et de la construction. Il faudrait que ces textes qui ont été élaborés avant
puisse être en conformité avec les dispositions de la loi portant code de l'urbanisme et de la construction. À l'issue de cette rencontre, les experts immobiliers du Burkina devraient convenir sur un modèle d'élaboration des rapports d'expertise immobilière. Et puis là, une cinquantaine de bénéficiaires de logements sociaux à Bassinko dans la capitale burkinabé. Ils ont reçu les clés de leurs habitations ce 3 décembre au cours d'une cérémonie organisée par la coopérative burkinabé de l'habitat. Le film de la cérémonie avec Vincent Kendrebego. L'heure est à la fête ici dans la cité de Bassinko, 6 à Ouagadougou. Et pour cause, les attributaires de 58 logements sociaux reçoivent les clés de leur habitation. Des logements construits sur une superficie minimale de 245 mètres carrés chacun. C'est une initiative de la CBH, la coopérative burkinabé de l'habitat. On envisage implanter la coopérative burkinabé de l'habitat partout où des Burkinabés existent et qu'il y a un problème de logement. C'est une très grande joie pour moi de recevoir cette clé parce que mon rêve est de devenir une réalité. Ensemble, on va continuer à lutter pour régler le problème des logements au Burkina Faso. 41 autres logements sont en construction. Au total, la coopérative espère mettre 500 habitations à la disposition de Burkinabés. Une initiative qui a le soutien du ministre de la Justice. Nous avons adopté une politique de logement, donc je suis partie prenante. Le programme du chef de l'État qui fait du logement une nécessité, je suis tout à fait disposé à me battre aux côtés de mon collègue de l'urbanisme de l'habitat qui fait énormément depuis qu'il est arrivé pour que le droit au logement soit une réalité au Burkina Faso. La coopérative burkinabé de l'habitat est une structure regroupant 400 membres. Son objectif est d'apporter une assistance à ses membres dans l'acquisition de logements. La mode pour soutenir les victimes de fistules obstétricales et les malades du sida, c'est à l'occasion de Mode Afrique. À l'occasion, un grand défilé hier à Ouagadougou. L'objectif est de promouvoir les créateurs africains de la mode et de créer une plateforme d'échange sur les métiers de la mode, mais aussi de donner l'opportunité au grand public de rencontrer les grands noms de la mode africaine et européenne et enfin d'amener la mode à servir des causes humanitaires. Aminata Gansouré. C'est fini pour Mode Afrique 2016. Pour cette 4e édition, les femmes sont au centre des préoccupations. Le défilé de mode de l'événement est au profit des femmes atteintes de fistules obstétricales et celles infectées par le VIH-Sida. À cet effet, plus de 3 millions de francs CFA ont été collectés. Je remercie la promotrice de Mode Afrique qui, au-delà des objectifs de promotion et de valorisation de l'art vestimentaire africain, s'est assigné un autre objectif assez élevé, c'est de mettre la mode au service de l'humanitaire. Et ce soir, des fonds ont été collectés et ces fonds vont servir à appuyer les efforts qui sont faits pour soulager les femmes qui souffrent de fistules et de VIH-Sida. Et ça, c'est un acte qu'il faut grandement saluer. Mode Afrique est initié par la styliste Coro Deka en partenariat avec le secrétariat permanent du CNLS qui œuvre aussi pour le bien-être de la femme. Je dis que c'est un sentiment de réussite parce que j'ai mon ministre à côté de moi, j'ai le SPCNLS à côté de moi et tout le monde est venu pour soutenir cet événement. Donc je me dis que c'est vraiment une réussite ce soir. Même si ça n'a pas été totalement atteint, on se dit quand même que le premier pas est déjà fait. Parce qu'au moins, il y aura des femmes et des femmes des familles qui seront soulagées, ça c'est sûr. Venus des 4 coins du monde, les stylistes se sont fait remarquer par leur création. Un programme qui a apporté sa touche à cette lutte contre les fistules obstétricales. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite du programme sur la RTB. Au revoir.